Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Emmanuel Leroy, analyste politique spécialiste de la Russie. Bonjour Emmanuel et bienvenue sur le plateau de François. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va parler d'événements qui sont d'actualité assez chaude, on va dire, la réforme des retraites, les émeutes dans la rue, la rencontre entre Poutine et Xi Jinping en Russie, puisque quelque part, on a l'impression qu'en France, on est tourné vers l'intérieur, alors qu'ailleurs se passent des choses dont on ne parle pas. Alors, Tout à fait. hier, il y avait beaucoup de monde dans la rue, il y avait des émeutes, 14, je crois, ou 140 incendies à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, en tant qu'analyste politique? Bien, ça m'inspire que nous sommes au début du commencement de la fin du règne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le régime de M. Macron, depuis maintenant la sixième année qu'il a pris le pouvoir, arrive un peu à son terme. C'est-à-dire que le refus qu'il a suscité de la part du peuple français est en train de se mettre en place et que les énormités dans son mode de gouvernement qu'il a manifesté depuis le départ sont en train de susciter le rejet de la part de la majorité du peuple français. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est manifeste et je pense que nous allons arriver à une dérive de plus en plus grande de ce régime qui n'a plus les moyens de sa gouvernance, qui n'a plus les moyens politiques de sa gouvernance et qui a suscité un rejet total de la part du peuple français et de ses élites. Alors, on a vu, je crois, mardi, l'usage du 49.3 pour la, je crois, 11e fois, 100e fois au total, par Elisabeth Borne pour la réforme des retraites. Donc, on a refusé ce vote avec une motion de censure qui n'a pas été acceptée pour censurer à 9 petites voix. À 9 voix près, oui. Donc, qu'est-ce que 9 voix sur 287 députés vous inspire? C'est quoi? Ben, Une c'est très petite. peu. C'est C'est très très peu. peu et c'est surtout donc la démonstration que le système se défend par tous les moyens. Car en fait, si M. Marlex, le président des Républicains à l'Assemblée nationale, avait accepté d'écouter la voix du peuple, aujourd'hui, donc le gouvernement de Mme Borne ne serait plus en place et nous aurions pu mettre la question politique sur la table. C'est-à-dire que le régime de M. Macron aurait été obligé de se remettre en cause et de renvoyer aux Français le choix d'un nouveau dispositif politique. Manifestement, la République n'a pas voulu provoquer cette situation et M. Marlex a défendu le système une fois de plus, ce qui prouve bien que c'est une opposition d'apparence, une opposition de pure forme et qu'en réalité, donc, M. Macron, comme cette droite UMP, LR qu'elle est aujourd'hui, donc est une droite qui n'est pas une droite d'opposition, mais une droite qui est en parfaite connivence avec la politique de M. Macron. Donc voilà ce que Alors, je... 9 voix qui manquaient pour voter cette motion de censure, c'est 3 fois rien. Et pourtant, dans son discours de mercredi, enfin dans son interview de mercredi, le président n'en a quasiment pas fait état. Il a dit que la loi allait poursuivre son chemin démocratique. Euh, pour vous, il n'écoute pas le peuple? Je crois que M. Macron, comme ses alter-ego des autres pays européens, pour la plupart, comme M. Scholz ou d'autres dirigeants européens de ce niveau, ne sont pas des hommes politiques qui ont véritablement été élus par leur peuple, mais qui ont été désignés par l'oligarchie qui gouverne aujourd'hui l'Union européenne. Et c'est vraiment cela qu'il faut comprendre, que M. Macron n'est pas en place pour le bien commun des Français, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais qu'il a été mis en place par, disons, une oligarchie, un cénacle qui a décidé de ce qui était bien ou mal pour le peuple français, et il applique cette politique. C'est en ce sens qu'il faut comprendre toutes les actions de cet homme qui ne sont nullement dirigées pour assurer le bien-être et la sécurité du peuple français, mais qui sont là uniquement pour mettre en place le programme qu'ils ont décidé en haut lieu. Et c'est cela qui est véritablement le point focal que les Français doivent comprendre, c'est que leurs dirigeants, depuis longtemps déjà, ne sont plus des dirigeants autonomes qui ont juré donc la fidélité au peuple français, mais qui assurent le suivi d'un agenda, d'un programme qu'ils n'ont pas décidé eux-mêmes. Quand vous parlez des dirigeants, vous parlez aussi de François Hollande, de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'effectivement, depuis effectivement 2005 et depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, nous avons des dirigeants qui sont littéralement aux ordres d'une oligarchie mondiale qui ne représente absolument plus les intérêts du peuple français.
Alors, malgré un processus, on va dire, démocratique, puisqu'ils sont quand même élus au suffrage. Ils sont élus au suffrage universel, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on assiste à des manipulations. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une tromperie absolument intégrale dans le système électoral français, puisque nous savons depuis longtemps déjà que les résultats de chaque élection présidentielle sont connus uniquement par le ministère de l'Intérieur, et qu'il est impossible à tout observateur impartial de savoir exactement ce qui se passe derrière les murs du ministère de l'Intérieur à chaque élection nationale, qu'il s'agisse d'une présidentielle ou d'une élection législative. Et vous êtes bien placé pour savoir, parce que je crois que vous êtes allé dans divers pays en tant qu'observateur pour des élections. Donc, Absolument. de votre point de vue, vous pensez que les conditions de la transparence ne sont pas remplies en... En France, j'en suis convaincu, donc depuis longtemps déjà, puisqu'ayant fait de la politique lorsque j'étais plus jeune, je peux vous assurer que le bourrage d'urne dans notre pays est une vieille tradition qui se pratique toujours, et aujourd'hui elle se fait de manière simplement plus sophistiquée avec le vote électronique et le vote numérique. Donc c'est une réalité, c'est une tendance lourde, et malheureusement cette démocratie dans laquelle nous baignons n'est qu'un faux semblant, un simulacre de démocratie, et que ça fait bien longtemps que les Français donc n'ont pas véritablement la main sur le système électoral. Alors vous dites que vous en êtes convaincu, mais vous n'en avez pas vraiment la preuve, ou en tout cas on n'a jamais été capable de démontrer toutes ces... Ah, c'est bien fait, le système se défend très bien, et la façon de dissimuler donc, les fraudes en France sont assez bien étayées, donc c'est indéniable. Donc on n'a pas les preuves, mais comme aux États-Unis, par exemple, donc, où M. Biden a officiellement gagné, et pourtant, donc, de l'avis de tous les observateurs impartiaux, la fraude était massive aux États-Unis dans cette élection de 2020. En faisant un petit tour par les États-Unis, il y a eu toutes les Twitter Files, il y a beaucoup d'informations qui sont en train de sortir avec l'ingérence, on va dire, de certaines des agences américaines, que ce soit le FBI, que ce soit la CIA, donc de manière interne ou de manière externe. Est-ce que vous pensez qu'en France, si on avait les Twitter Files à la française, on aurait à peu près des révélations identiques? Mais je ne le pense pas, parce que j'ai l'impression que la France a un système médiatique qui est beaucoup mieux tenu que le système médiatique américain. Paradoxalement, il est plus concentré d'une part et mieux tenu. Je pense que peut-être parce que le pays est plus petit, mais je crois surtout par une vieille tradition centralisatrice française. Il est de fait que la vérité sort beaucoup moins facilement en France que dans les pays anglo-saxons, qui sont pourtant donc comme l'ont affirmé certains grands dirigeants mondiaux, l'empire du mensonge. Mais paradoxalement, c'est en Angleterre et aux États-Unis que la vérité sort le plus facilement. En France, c'est beaucoup plus difficile. On a l'impression qu'il y a comme une chape de plomb dans le monde médiatique traditionnel qui empêche les journalistes d'aller au fond de leurs enquêtes, ou alors ça sort de manière marginale sur des sites ou des choses qui sont considérées aujourd'hui comme complotistes. Alors c'est paradoxal parce qu'aux États-Unis, quelque part, on a aussi la liberté d'expression et on a ces agences qui ont influencé les résultats dans les réseaux sociaux et qui ont influencé certains narratifs. Et en même temps, vous êtes en train de dire que la vérité, au travers des procédures judiciaires ou des procédures de révélation dont les Twitter Files sont en train de sortir. Et en France, pourtant, c'est aussi le pays de la liberté, de la Déclaration des droits de l'homme. Ça devrait être. Donc, cette Déclaration des droits de l'homme, cette liberté d'expression, c'est quoi? C'est un habit Elle a été étouffée. Elle a été étouffée. Elle a disparu comme une peau de chagrin au fil des années. Et aujourd'hui, donc malheureusement, donc il n'en reste plus grand-chose. Ce qui est frappant, et pour revenir à cette situation de crise profonde dans laquelle est plongée la France aujourd'hui, c'est de constater l'écart phénoménal qu'il y a entre le discours et la réalité. Aujourd'hui, je crois que le peuple français est véritablement donc dans une grande colère contre nos dirigeants, car ils se rendent compte que depuis des années, on lui a menti sur tous les grands sujets, que ce soit sur le phénomène des migrations, sur le phénomène de la sécurité sociale, sur les impôts, sur la guerre en Ukraine, sur tous ces sujets, sur le Covid aussi. Les Français, de plus en plus nombreux, se rendent compte qu'on leur a tenu un discours qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et c'est, je crois, cette grande colère qui s'exprime à travers le prisme des retraites apparemment, mais au-delà des retraites, je pense qu'il y a un grand refoulé, une grande colère à l'égard des dirigeants, qui aujourd'hui, donc incarné par M. Macron et Mme Borne, symbolise véritablement toute la décadence dans laquelle la France est entrée depuis des décennies.
Donc, un discours qui a été suivi d'une évaluation, on va dire, sur CNews, il y a eu, je crois que 10% des gens qui sont reconnus, on va dire, dans ce discours. Alors, bien sûr, c'est pas un sondage officiel représentatif, mais ça veut dire qu'il y a 90% des auditeurs de CNews qui répondent en disant qu'ils n'étaient pas vraiment convaincus. Hier, on a vu énormément de manifestants dans la rue, dans bien des villes de France. Et puis, ce matin, il y avait l'Humanité qui titrait hier, vous étiez une foule, aujourd'hui, vous êtes un peuple. Oui. Donc, est-ce que, M. Macron, c'est le réveil des Français pour vous? Alors, c'est l'impression que ça donne. Ça me fait plaisir que l'Humanité tienne ce discours officiel sur sa première page. Si ce discours est suivi des faits, ce sera effectivement une évolution satisfaisante dans la mesure où, jusqu'à présent, le peuple de France est morcelé, est divisé en deux, entre une pseudo-gauche et une pseudo-droite, et de ce fait, donc, est manipulé depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles, par cette artificielle rivalité, cette fausse division qui a divisé les Français eux-mêmes. Donc si la gauche aujourd'hui, et le Parti communiste en particulier, acceptent de considérer que le peuple de France, dans son intégralité, aussi bien les gens de gauche, dits de gauche, que les gens dits de droite, puissent se mettre ensemble pour mettre un terme à ce régime inique qui est en train de les détruire, ce sera une révolution, puisque c'est la première fois depuis des années que le Parti communiste accepte d'avoir cette vision unitaire du peuple de France. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, je pense. C'est la preuve que, pour une fois, donc la gauche semble donc faire preuve d'un non-sectarisme et qu'elle accepte l'idée de travailler avec l'ensemble, toutes les composantes de la France, c'est-à-dire donc les artisans, les commerçants, les professions libérales et pas uniquement les ouvriers ou la fonction publique. Donc c'est une révolution. J'espère qu'elle sera suivie des faits. Et si c'est le cas, je crois que nous pouvons envisager sereinement un changement de régime dans ce pays. Et je crois que c'est vraiment ce dont la France a besoin aujourd'hui, car manifestement, ce régime est arrivé au bout de sa logique et aujourd'hui ne répond plus du tout aux aspirations des Français. Alors, si ce n'est pas vraiment la réforme des retraites qui est le facteur qui a déclenché tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la crise de l'énergie? C'est le fait qu'on ait pris des positions adverses sur la scène internationale aux intérêts des Français? C'est l'ensemble de tous ces phénomènes donc, qui manifestement ne correspondent absolument plus à la volonté des Français. Malgré le battage médiatique, malgré la propagande, les gens se rendent compte que le mensonge est absolument règne de manière universelle et que ce refus du mensonge se manifeste actuellement à travers la crise des retraites, mais implique également le refus, encore une fois, de la politique qui a été suivie durant la crise sanitaire, de la politique qui est suivie aujourd'hui dans la crise en Ukraine, etc. Donc il y a vraiment un refus généralisé et c'est à ce terme que nous sommes parvenus aujourd'hui et il faut arriver donc à sortir de cette crise parce qu'elle est absolument dramatique pour les gens. Donc depuis 3 ans, on a vu Emmanuel Macron avec un langage assez guerrier. Nous sommes en guerre, on s'en rappelle, une loi d'urgence, un vocabulaire assez guerrier. Et lorsque, on va dire, la motion de censure n'a pas été votée, on a vu Madame Borne dire, elle a crié victoire. Elle a même été un petit peu plus loin en disant qu'elle considérait qu'une partie des députés et de ses ministres étaient des idiots. Des débiles, oui. C'est des débiles, oui, c'est le terme. J'essayais d'être poli. Alors, c'est débile, ça. Oui, c'est hallucinant. Donc, je crois que jamais dans l'histoire de la République, et Dieu sait si l'histoire des 5 républiques est longue et complexe, jamais, je crois, on avait entendu un chef de gouvernement affirmer donc, en public que 50% de ses ministres étaient débiles, quoi. C'est vraiment le signe qu'on arrive à la fin. Je crois même que on a même commencé à creuser sous la piscine, quoi. Donc ça devient dramatique. Donc l'eau s'effondre, l'eau s'écoule sous la piscine. C'est absolument délirant. Alors, vous êtes analyste international. Parlons un peu de l'international. Le Financial Times, je crois, titrait est-ce que c'est le début de la 6e République? Donc, on voit déjà sur la scène internationale des observateurs qui regardent la France comme étant un laboratoire de perte des libertés avec des feux un peu partout. Il y en a certains qui n'hésitent plus du tout, comme le Télégraphe, à critiquer, mais vraiment très violemment, Emmanuel Macron.
Ça vous inspire quoi, cet élément-là? C'est une réalité, c'est une réalité. C'est un phénomène également qui est assez nouveau. Donc, il est rare que la presse étrangère anticipe le changement de régime, et je pense qu'elle est souvent plus lucide que la presse française. Et effectivement, je crois qu'ils ont compris que la Ve République était arrivée au bout de sa logique et que nous devons sortir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ce sera une Sixième République, mais je pense que ce sera dans tous les cas de figure autre chose. Je crois que les Français ont soif de nouvelles élites, de gens qui disent la vérité, de gens qui ne leur racontent pas d'histoire et qui les mènent vers un but. Là, le problème des dernières présidences de la République, c'est que nous n'avons pas le sentiment d'avoir une direction où nous allons. Bon, vous êtes spécialiste de la Russie. Qu'est-ce que disent les Russes en regardant, on va dire, ce qui se passe en France aujourd'hui? Les Russes, d'une manière générale, compatissent avec la situation dans laquelle est le peuple français. Ils sont véritablement navrés quand ils observent ces manifestations de violence à laquelle nous assistons depuis une semaine. Ils sont de manière plus cynique pour ce qui concerne les dirigeants. Ils sont bien sûr satisfaits de voir que le gouvernement de M. Macron est dans une difficulté politique, dans la mesure où la France, hélas, fait partie des pays qui sont en pointe dans la crise ukrainienne en fournissant des armes et en ayant une attitude extrêmement offensive à l'encontre des Russes. Donc objectivement, les politiques sont satisfaits de la crise dans laquelle est plongé notre pays, mais pour la plupart des Russes que j'ai rencontrés, ils sont extraordinairement déçus, surpris de voir notre pays tomber dans ce marasme. C'est quelque chose pour eux qui est incompréhensible, de voir ce pays qu'ils respectent, qu'ils aiment pour beaucoup, le voir tomber dans ces difficultés, quelque chose d'absolument inimaginable. Est-ce que vous diriez que la France et les Français ne sont pas au niveau de leurs attentes? C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, je crois qu'il y a un déphasage complet, un découplage intégral entre l'état du peuple français et ses élites qui représentent. Aujourd'hui, donc les élites ne sont là que pour se servir ou servir des intérêts étrangers, c'est-à-dire que c'est véritablement la définition de ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, qui est au service d'intérêts étrangers et non plus du tout au service du peuple français. Et c'est véritablement cela que les Français sentent confusément et que Vladimir Poutine a déjà donc dénoncé en affirmant il y a longtemps déjà que la France n'était plus la France, qu'elle n'avait plus de souveraineté et qu'elle était devenue un État vassal de ce que l'on peut appeler l'idéologie anglo-saxonne. Alors sur la scène internationale, bon, sur la scène française, on sait qu'il y a eu la réforme des retraites, on sait qu'il y a eu le 49-3, la motion de censure, on va dire des émeutes dans la rue. Donc c'est très tourné vers l'intérieur et Emmanuel Macron, dans son discours, n'a parlé que de l'intérieur, il n'a pas parlé de la scène internationale. Pourtant, au même moment où on était en train de parler, il y a Vladimir Poutine et Xi Jinping qui étaient à Moscou dans une visite officielle de 3 jours du président chinois. Et on parlait de choses qui étaient bien plus importantes comme s'assurer qu'on n'allait pas avoir une guerre nucléaire, donc c'est quelque part dans l'intérêt de l'humanité. Et la deuxième chose, c'est établir le yuan comme étant une monnaie d'échange internationale. Donc est-ce qu'on est en train de rater le coche en France? Il est clair que ce qui s'est passé il y a 3 jours maintenant en Russie, avec la visite de Xi Jinping auprès de Vladimir Poutine, est quelque chose d'historique. Manifestement, cette rencontre était très attendue par les deux parties. Elle était très crainte par les Américains et les Britanniques, et il en est effectivement résulté un renforcement considérable dans la relation russo-chinoise, qui est une véritable révolution géopolitique à l'échelle mondiale, car toute la stratégie des Américains depuis Nixon a toujours été de découpler ces deux partenaires potentiels que sont la Russie et la Chine, et jusqu'à l'arrivée de Vladimir Poutine, on va dire que globalement, cette politique a réussi. Mais ce que les observateurs internationaux n'ont pas suffisamment pris en compte, à mon avis, et alors ne parlons pas des observateurs français, c'est le fait que lors de la dernière élection, la 3e élection du président chinois, donc à sa réélection, la 5e colonne libérale chinoise a été complètement éliminée. Autrement dit, tous les acteurs pro-américains de la République populaire de Chine ont été écartés. Et ce qui ouvre le champ complet
au rapprochement, si j'allais dire, parfait entre la Russie et la Chine, c'est effectivement donc cette cinquième colonne chinoise, pro-américaine, pro-occidentale, a été éliminée et que ce rapprochement est désormais donc sans conteste possible. Et il s'est démontré, il s'est prouvé à Moscou que les deux dirigeants, Poutine et Xi Jinping, étaient en parfaite adéquation pour effectivement éviter la nucléarisation de la scène mondiale, pour renforcer l'action contre le dollar, puisque désormais, comme vous l'avez souligné, c'est le yuan qui va servir de monnaie d'échange dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine de l'énergie. Et donc, nous sommes en train d'assister en direct à la mort de l'Empire américain avec la coactivité conjointe des deux principaux partenaires que sont la Russie et la Chine. Et là, manifestement, la France ne le voit pas. La France est tournée vers son nombril et se dispute sur la question des retraites en étant totalement absente de ce débat international qui est fondamental. Alors la France absence de ce débat international, il y a aussi, on va dire, le rapprochement de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, Oui. Encouragé par la Chine quelque part, soutenu par la Russie. Oui. Donc on voit une forme de pacification au Moyen-Orient avec la constitution de ce bloc, de ce BRICS, on va dire. Oui. Alors effectivement, c'est un point clé qui a été effectivement donc comment dirais-je, parfait ces derniers jours avec la reconnaissance donc de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, mais c'est une affaire qui avait déjà été préparée de longue date par les Russes, notamment dans le cadre de l'OPEP+, où la Russie a joué déjà depuis au moins 2 ou 3 ans un rôle crucial dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ça, c'était un point qui était véritablement important. Dans le même esprit, pas plus tard qu'hier, je crois que les relations diplomatiques ont été rétablies entre la République arabe syrienne et le Royaume d'Arabie Saoudite, ce qui là aussi est une révolution qui va totalement à l'encontre des intérêts anglo-saxons au Moyen-Orient. Donc de ce fait, on voit l'évolution de cette politique. C'est une révolution géopolitique énorme qui se déroule actuellement parce que c'est, pour parler clairement, c'est la fin du pacte de Quincy, c'est la fin de l'accord américano-saoudien de 1945 et c'est la fin de la domination américaine sur les pétrodollars. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de capital qui se déroule en ce moment, et les Russes et les Chinois, chacun dans leur domaine, y ont apporté leur pierre, et c'est véritablement une révolution géopolitique. Alors, on va dire révolution géopolitique qui se joue en ce moment alors que nous sommes en train de jouer sur la scène intérieure. Oui. La semaine dernière à Moscou, vous étiez au congrès du mouvement international russophile, et il y avait le petit-fils du général de Gaulle qui a prononcé un discours dont il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, où il disait que les Américains ont peur qu'on ait un front uni, on va dire, de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la Russie. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des rapprochements avec la Chine, avec ces accords-là. Donc, qu'est-ce que ça vous a inspiré, on va dire, ce mouvement international russophile ? Eh bien, la présence de Pierre de Gaulle, qui était plus que symbolique, elle était politique, très politique, et d'autant plus politique que cet homme qui n'a rien à gagner à venir à Moscou se faire tirer des flèches de la part de ses compatriotes, était véritablement venu réveiller le symbole de son grand-père. Et c'est comme ça que j'en ai fait la lecture. Il a fait un discours en français remarquable sur la nécessaire indépendance de la France, sur le retour de la nécessaire amitié entre la France et la Russie. Et au-delà du symbole qu'il représente, il est, je crois aujourd'hui, donc important qu'un homme comme lui ait le courage de venir à Moscou tenir ce discours de grande réunion géopolitique sur la scène eurasienne. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce discours qu'il a tenu, et qui était d'une certaine manière le discours de son grand-père, était véritablement ce que j'attendais donc dans cette rencontre, c'est-à-dire donc la volonté de rompre avec la politique de division de ce continent que pratiquent les anglo-saxons depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Car en fait, la hantise des Américains et des Britanniques est que l'Europe occidentale et la Russie soient réunies par des liens économiques, financiers, culturels, etc., et que tout leur travail, depuis très longtemps, consiste à briser ces liens, au propre comme au figuré. Au propre, c'est
le gazoduc Nord Stream, au figuré, c'est toute la politique de soft power qu'il pratique depuis longtemps pour transformer le peuple russe en peuple barbare avec le couteau entre les dents pour faire peur aux pauvres Européens et à les dissuader de s'associer, de s'allier avec ce grand pays. Donc, juste quand même pour les éditeurs de François, pour vous, ce congrès de mouvement international russophile, c'était quoi? En fait, c'était une opération de soft power, c'était une opération de propagande du régime russe. Alors, je ne crois pas que ce soit une opération de propagande, c'est une opération de soft power, donc qui vient très tardivement, car en fait, les Russes ont le complexe de l'ours dans sa tanière. Donc ce sont des gens qui ne sont pas expansionnistes, contrairement à l'image que certains voudraient donner d'eux. Le Russe est très refermé sur lui-même. Il est sur un territoire suffisamment vaste pour ne pas avoir besoin d'aller à l'extérieur. Et ce congrès international de russophiles, c'est venant tardivement, c'est la volonté des Russes, je crois, de montrer au monde extérieur qu'ils sont conscients qu'ils ont des soutiens, et pas seulement des soutiens de nombreux États dans le monde qui n'ont pas rompu avec la Russie donc depuis le 24 février 2022, mais qu'il y a également, y compris parmi les populations occidentales, de nombreux appuis qu'ils ont tenu à remercier et qu'ils vont, je pense, essayer de dynamiser pour renforcer les liens entre la Russie et le reste du monde. C'est dans ce sens que j'ai compris la constitution de ce congrès. Et au-delà de cette volonté, je crois qu'il y aura derrière probablement la volonté de contrer cette politique de soft power anglo-saxonne qui est remarquablement efficace et dans laquelle ces mentors ont mis beaucoup d'argent depuis longtemps. Nous rappelons par exemple que Mme Nuland s'était vantée sur le Maïdan à Kiev d'avoir versé donc plus de 5 milliards de dollars pour l'Ukraine pour la détacher de la Russie. Eh bien, je crois qu'avec beaucoup de retard, les Russes s'y mettent, mais c'est une tradition chez eux. C'est un peuple qui a l'habitude de démarrer très tardivement, très lentement, mais une fois qu'ils sont partis, donc plus rien ne les arrête. Donc espérons que ce congrès constitutif débouchera sur des opérations intéressantes, sur une présentation du monde russe tel qu'il est, et non pas tel qu'il est dans le fantasme de ses ennemis européens ou britanniques ou américains. Emmanuel, vous avez pu vous exprimer, donc je crois interviewé à la télévision russe, vous avez parlé du discours de Pierre de Gaulle, ce discours qui pour vous est instrumental, historique quelque part, oui. En lignée avec son grand-père. Sur la scène nationale, quand on regarde, on voit, enfin dire qu'il y a un désaccord entre la famille de Gaulle avec le frère de Pierre de Gaulle qui dit que son frère s'exprime, ce ne sont que ses propos. La fondation de Gaulle dit qu'il n'y a pas de porte-parole officiel. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, on va dire, comment dirais-je, donc la réaction d'Yves de Gaulle est la sienne, donc ça, il a le droit d'avoir une réaction hostile ou distincte de celle de son frère. La fondation donc de Charles de Gaulle, aussi, donc a le droit donc d'exprimer sa position politique, si je puis dire. L'important n'est pas là. L'important est que un descendant direct de Charles de Gaulle est venu tenir un discours gaullien à Moscou. C'est tout ce qui m'importe maintenant, que la famille soit contre et que ceux qui se réclament ou qui se proclament des héritiers du gaullisme donc tiennent un discours différent n'a, de mon point de vue, aucune importance. Sur ce qui s'est passé à Moscou, donc là, j'ai fait plusieurs interviews donc avec différentes chaînes russes. J'ai été surpris de voir que la RT internationale était intéressée pour recueillir mon témoignage sur Daria Dugin, que j'ai bien connue, et a consacré une longue interview. Daria Dugin, on rappelle, c'est une journaliste qui a été assassinée. Donc Daria Dugin est la fille du philosophe russe Alexandre Dugin, qui était présent à ce congrès constitutif des russophiles, et qui a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée, donc au mois d'août de l'an dernier. Et donc j'ai été surpris de voir que une chaîne russe donc tenait à recueillir mon témoignage sur l'amitié que je portais à cette jeune femme qui a été odieusement assassinée donc l'an passé. Et donc, quand vous allez sur un plateau de télévision russe ou en Russie,
On peut avoir l'impression que dans ce régime, puisqu'en France on l'appelle le régime de Poutine, on ne peut pas tout dire. Est-ce que vous avez une entière liberté d'expression? Est-ce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez? Est-ce que vos propos sont déformés? Alors, je peux vous certifier, pour connaître bien les deux pays, donc France et Russie, que la liberté de ton et la liberté de parole est beaucoup plus importante en Russie qu'en France. Encore aujourd'hui en Russie, vous pouvez donc participer, donc, et je le vois donc régulièrement en suivant les chaînes russes, vous pouvez parfaitement voir des libéraux, des gens qui sont hostiles à l'opération militaire spéciale, s'expliquer et présenter leurs arguments en toute liberté, sans aucune contrainte, sans aucune censure qui soit exercée, ce qui est loin d'être le cas en France. Si l'on veut prendre l'exemple de toutes les chaînes principales donc, dans notre pays, il est évident que jamais des gens comme moi ne seront invités sur BFM ou LCI donc pour tenir un discours contraire à la doxa, alors qu'en Russie, c'est parfaitement possible. Alors maintenant, nous sommes sinon en guerre, du moins dans une crise militaire profonde, et il est évident que tout n'est pas possible dans ce pays, mais dans tous les cas de figure, je peux vous affirmer qu'il est beaucoup plus facile de s'exprimer en Russie sur tous les sujets qu'en France aujourd'hui. Je crois que véritablement, c'est d'ailleurs un des grands paradoxes, c'est qu'aujourd'hui la Russie incarne, de mon point de vue, beaucoup plus un régime de liberté que la France, et quel paradoxe, quel retournement. Alors c'est un paradoxe parce qu'en fin de compte, on a l'impression que là-bas c'est le pays, on va dire, où on ne peut rien dire, et vous êtes en train de nous dire que c'est un pays sur lequel il y a une plus grande liberté d'expression. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là en France, d'après vous? C'est la résultante du programme dans lequel nous sommes placés. Donc je crois que tant qu'on n'a pas compris la logique du système, qui est une logique délétère, c'est une logique de destruction de l'humanité, on ne peut pas comprendre la dégradation, la décadence progressive dans laquelle nous nous baignons depuis des années. Moi qui commence à avoir un certain âge, pour être né au milieu du siècle dernier, j'observe décennie après décennie la descente aux enfers dans laquelle nous plongeons, donc les uns et les autres, et au contraire, donc on assiste au réveil de peuples qui d'ailleurs laisse espoir pour la France. Donc malgré cette descente aux enfers, j'ose espérer qu'une renaissance pour notre pays pourra advenir, mais j'encourage d'ailleurs mes compatriotes à regarder la Russie, qui elle aussi était à la fin du siècle dernier tombée extrêmement bas, et qui, par la volonté d'un homme, par la volonté de ces élites, a réussi à redresser le pays sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel, et à redresser donc la Russie pour en refaire un État qui est devenu aujourd'hui, redevenu une superpuissance mondiale, ce qu'elle n'était plus à la fin du siècle. Et donc l'espoir que l'on peut formuler, c'est que la France, les élites françaises aujourd'hui reprennent courage, reprennent langue avec leur culture, reprennent langue avec leur histoire. Reprendre le fil de l'histoire. Absolument. Et notamment, donc je pense que ça s'adresse également à toutes les élites militaires, politiques, économiques, médiatiques de ce pays, pour qu'elles arrêtent de se raconter des histoires, qu'elles regardent véritablement la situation telle qu'elle est, qu'elles constatent que le roi est nu, qu'elles arrêtent de dire qu'il est vêtu, et que si le roi est nu, donc il faut en changer, et en changer vite. Je crois que c'est ça la réalité. On voit bien donc au travers de vos dires que vous êtes russophile. Si jamais vous aviez à critiquer le régime russe, qu'est-ce que vous auriez à critiquer? Je l'ai fait en totale liberté, donc, et avec mes amis russes et avec mes amis français, car je ne suis pas comment dirais-je, un poutinolâtre, donc je respecte le président Poutine, mais je ne suis pas ni payé par lui, ni soumis par lui. Et donc, j'ai déjà critiqué à plusieurs reprises donc la politique de la Russie, notamment sur le plan social, où elle aussi, d'ailleurs, a fait une politique assez dure sur le plan social, notamment en remontant l'âge de la retraite également en 2018, ce qui est assez mal passé dans la population russe, il faut le reconnaître, donc, puisqu'ils sont passés de 60 ans à 64 ans. Et je l'ai critiqué donc, en son temps pour estimer que ce n'était pas, me semble-t-il, de bonne politique de faire cela. Cela étant, je ne suis pas russe, je ne connais pas la réalité des équilibres financiers de l'économie russe, et donc la raison qui sont invoqués, donc je ne la connais pas. Et en tout cas, ils l'ont fait, et ça n'a pas déclenché de mouvement comparable à ce que l'on connaît en France aujourd'hui. Mais indubitablement, donc
le régime russe est critiquable et je ne me prive pas de le critiquer quand il le faut. Il ne faut jamais être comment dirais-je, un fanatique dans ses idées politiques. Il n'y a rien de plus mauvais pour la conscience. Donc vous êtes en train de parler de l'âge de la retraite qui a été remonté à 64 ans. Le président Macron, l'autre jour, dans son discours, a dit que cette retraite, elle était nécessaire. Donc pour des raisons, parce que le comité d'orientation des retraites avait indiqué que c'était économiquement nécessaire. On a l'impression qu'il répond aux obligations ou desiderata des marchés financiers. Euh, pour vous, c'est 64 ans, c'est bien, c'est pas bien, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté politique et de réalité. Le système donc par répartition que la France avait mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est un système qui fonctionne bien avec une démographie normale, c'est-à-dire une pyramide démographique où il y a 3 cotisants pour un salarié. Il est évident qu'ayant une démographie involutive depuis maintenant des décennies, le système sera de plus en plus difficile à tenir. Mais néanmoins, donc, il n'est pas du tout en déficit, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il y a eu récemment une cadre de l'assurance maladie, donc l'assurance vieillesse plutôt, donc qui a démontré que les caisses de la sécurité sociale étaient parfaitement positives si l'État arrêtait de pomper dans ces différentes réserves pour affecter les milliards qu'ils ont de cotisations sur d'autres secteurs. La réalité dans cette position de retraite, donc sur cette augmentation du temps, c'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas la volonté politique de faire perdurer le système, il y a la volonté de transférer cette manne financière phénoménale aux fonds de pension, à BlackRock, qui demain donc vont devenir les financiers privés de la sécurité sociale française. Voilà, c'est ça qui est en ligne de mire, et bien évidemment, aucun Français ne peut l'accepter. C'est pour ça que les Français sont dans la rue, donc? Je le crois. Donc, alors, ils savent peut-être pas que BlackRock convoite avec avidité les milliards que Macron s'apprête à leur distribuer, mais ils le sentent confusément, et en tout cas, ils ne le veulent pas. Donc, ils veulent conserver leur système, qui celui-ci donc mérite sans doute quelques accommodements, quelques améliorations, mais certainement pas donc d'être totalement privatisé au service d'intérêts anglo-saxons qui ne sont pas les intérêts du peuple français. Quand vous voyez les scènes de violence dans la rue, en fait, ça vous choque, ça vous surprend, vous les condamnez? Écoutez, quand on en arrive à ce genre d'extrémité, c'est que la colère est grande. Elle avait déjà commencé bien avant. Donc je crois que c'est la continuation de la même colère des Gilets jaunes, de la colère des Français qui se rendent compte qu'on leur a menti, qui se rendent compte qu'on les a trompés. Et je ne condamne pas ces violences, donc je les déplore, mais j'estime que s'il y a des gens à condamner, ce sont ceux qui sont responsables de ces mêmes violences, et c'est littéralement donc le régime politique qui a conduit à ces manifestations de colère de la part du peuple. Donc les responsables, les vrais responsables, ce sont ceux qui sont au gouvernement, ce ne sont pas les victimes qui aujourd'hui se défendent avec les moyens du bord, et qui d'ailleurs donc sont également victimes de la violence policière en contrepartie, qui pour le moins qu'on puisse dire, continue sur le même champ et le même niveau de violence que ce que l'on avait observé au temps des Gilets jaunes. Emmanuel Leroy, donc si jamais vous aviez donné un mot optimiste sur ce qui est en train de se passer? Bien, écoutez, le mot optimiste, c'est que le gouvernement de Mme Borne donc démissionne, que M. Macron appelle à un référendum, par exemple, sur la question des retraites, et que nous sortions de cette crise le plus rapidement possible par un changement de régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est de dirigeants qui s'intéressent véritablement au bien commun des Français, qui s'intéressent à la vie des Français, qui s'intéressent à leur avenir, et qui ne soient pas là pour servir les intérêts d'une oligarchie qui ne se trouve pas sur le territoire français. Un mot sur les médias, puisque vous avez dit qu'en Russie, on peut dire un peu tout. Vous pensez que les médias ont un rôle dans l'endroit où on est arrivé, en fait, le point où on est arrivé? Certainement, je crois que c'est par cette espèce de discours uniforme que l'on entend sur la plupart des grands médias écrits ou audiovisuels. Il est évident que les Français se rendent compte que c'est une propagande, que ce n'est plus un discours de vérité. Ils attendent autre chose.
Et de ce point de vue-là, donc là aussi, il y aura, je crois, une révolution à faire pour redonner, ne fût-ce que la liberté de ton qu'il y avait dans les années 70, 80, 90 dans la presse, où des journaux comme l'Humanité, que vous avez cité tout à l'heure, ou l'Aurore, ou autres, donc avaient une liberté de ton, une liberté dans la pratique qui est totalement perdue aujourd'hui. Donc on se rend compte que les journalistes aujourd'hui donc, pourraient parfaitement, et c'est d'ailleurs en train de se passer, être remplacés par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc vivement que l'intelligence humaine revienne sur le devant de la scène et empêche l'arrivée de cette intelligence artificielle qui n'est pas très intelligente au demeurant. Peut-être le mot de la fin, si jamais vous avez quelque chose à dire aux auditeurs de François. Bien que les auditeurs de François donc, continuent à soutenir François donc, et développent ce petit espace de liberté donc, qui devient grand, mais qu'il faudrait encore agrandir encore pour que l'esprit de vérité puisse perspirer dans ce pays. Il en a bien besoin. Ben, merci beaucoup et Emmanuel Leroy d'être venu donc sur ce plateau. Merci beaucoup à tous de nous soutenir. Comme il vient de le dire, on est là pour vous amener une information loyale, essayer de faire un panorama à l'international aussi, parce que je pense que c'est vraiment important de regarder la perspective qu'ont les étrangers sur la France. On a perdu quelque part une partie de notre influence. C'est possible de la regagner. Et comme toujours, il faut essayer de transformer. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et c'est grâce à cela qu'on est capable de vous amener cette information loyale. Donc, continuez à soutenir François, soyez nombreux à nous lire, à nous reposter sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup et à bientôt.